Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Nos jeunes sont-ils en bonne santé? Nous avons raison de nous poser la question après 2 ans de pandémie qui a plongé cette population dans une situation de précarité alarmante. La santé des jeunes, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Comment se nourrir ou se loger correctement? Comment prendre soin de sa santé physique et mentale quand on vit avec moins de 900 € par mois, comme c'est le cas de la moitié des jeunes Français qui ne vivent pas chez leurs parents? Eh bien, c'est une bonne question et je vous propose pour commencer d'aller justement à la rencontre de ces jeunes qui se battent au quotidien pour ne pas décrocher. Regardez. En termes de bourse, j'ai presque 500 € par mois parce que je suis échelon 6. Voilà. Et sinon, je rajoute de ma poche, je pense, 200 €, 250 peut-être. J'ai à peu près 250 € par mois, en dehors du loyer. J'étais en alternance, donc j'avais un budget de 700-800 €. C'est les loyers qui sont très très chers ici. Enfin, les marques les moins chères, je vais pas forcément faire attention à si c'est vraiment de la qualité. Regarder le même aliment mais sur différentes marques, j'essaie de prendre le moins cher. J'arrive à manger des pâtes toute la semaine et ça me dérange pas plus que ça, vous voyez. Donc j'ai travaillé pendant 2 mois pour avoir un peu d'argent de côté. Mais je ne travaille pas pendant mes études parce que je pense que c'est une mauvaise chose, ça ne permet pas de se focaliser sur son travail. J'aurais pu ne pas travailler, mais ça aurait été très serré quand même. Au début, je m'autorisais pas plus de 10 heures par semaine, j'avais pas envie que ça prenne plus de place que mes études. Au final, je me suis rendu compte que si je passais pas 15-20 heures par semaine, je pouvais pas m'en sortir finalement à la fin du mois. Souvent le soir, ils vont souvent en soirée ou au bar et moi c'est pas possible de les suivre parce que évidemment au niveau de l'argent c'est pas possible quoi. Ouais, 200 € pour manger seul, ça va, mais au niveau des loisirs et des voyages par exemple pour aller voir ses parents, c'est pas possible. On aime faire des études avant tout pour s'instruire et non pour galérer, c'est sûr. On vit pas, c'est plus de la survie. Par exemple, pour se nourrir, je compte beaucoup sur les associations. Donc régulièrement, je vais aller chercher de la nourriture, par exemple à la Maison des Solidarités. Ensuite, j'étais au pôle santé, je me suis rendu compte que j'avais rien à payer. Et c'est quand même une très 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 bonne chose à savoir. Et des fois, j'ai pas 25 € sur mon compte. Donc j'ai chopé la grippe au début de l'année. Je n'ai pas pu aller voir le médecin. Donc voilà, avoir 20 ans en 2022, c'est pas ouf, comme diraient les jeunes, et le Covid n'a fait qu'aggraver les choses. Alors comment améliorer aujourd'hui la situation et en particulier l'état de santé de nos jeunes? Eh bien, c'est justement la question que je vais poser à mes 2 invités qui côtoient cette jeunesse précaire au quotidien. Yvonne Poncet-Bonisol, bonjour. Bonjour Véronique. Alors vous êtes psychologue à Paris et la souffrance des jeunes, vous y êtes confronté tous les jours dans votre cabinet. Cédric Chevalier, bonjour. Alors, bonjour. Vous aussi, vous la connaissez bien cette jeunesse. Vous êtes président des solutions jeunes du groupe Vive. Vous êtes également, directeur. Directeur des solutions jeunes du groupe Vive et directeur général de la MGEL. Encore directeur d'autre chose? Non, ça va, pour l'instant, ça va. C'est bien, vous cumulez. Merci à tous les deux d'être là en tout cas. Cédric Chevalier, pour commencer, d'abord peut-être un état des lieux. Quelles sont les conséquences directes et indirectes de cette précarité sur la santé des jeunes? Je dirais qu'aujourd'hui, cette conséquence, elle se voit au travers de l'état de santé et du bien-être des jeunes en règle générale, parce que faire ses études, c'est un moment logiquement qui doit être épanouissant, et que lorsque vous courez après l'alimentation, après les fins de mois, ce que connaissent les jeunes, connaissent aussi une partie de la population en France, forcément, ça n'aide pas à avoir cette trajectoire qui est de réussir ses études pour pouvoir ensuite s'insérer professionnellement. Donc, on y voit énormément de mal-être étudiant qui est en train d'émerger sous toutes ses formes. Et effectivement, c'est plutôt inquiétant pour une partie de notre jeunesse et de notre avenir. Avec la crise sanitaire qui a forcément aggravé un peu les choses. Qui est aggravé, mais qui en fait n'a fait ressortir que quelque chose qui existait depuis bien longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de la problématique sociale des jeunes et des étudiants en particulier. Et en fait, la crise n'a fait qu'accélérer, ou en tout cas faire ressortir de manière beaucoup plus flagrante cette situation pour nos jeunes.
Yvonne, quel est l'impact de cette précarité grandissante sur la santé mentale de nos jeunes? Plus de troubles anxieux, de dépression, de pensées suicidaires? De pensées suicidaires, de l'anxiété généralisée, des crises de panique, des scarifications, le recours à l'alcool et le recours finalement aussi à certaines drogues pour combler une forme de vide. Une absence de lien social et surtout, mais vraiment d'une façon majeure, une perte de sens, une inquiétude par rapport à leur avenir, une inquiétude aussi par rapport à tout ce qui pourrait être des repères familiaux et sociaux. Ils sont quelque part perdus et ils n'arrivent pas à communiquer. Finalement, la pandémie a fait quoi? Ça les a repliés sur eux-mêmes, il y a une forme de repli majeur. Ils n'arrivent pas à retrouver l'énergie d'autrui. Ils ne sont plus avec l'autre physiquement. Ensuite, le mode de communication, par exemple les SMS et autres, c'est des modes de communication qui sont quelque part dévitalisés. Donc, ils n'ont plus cette vitalité du lien et ils sont relativement centrés sur eux, mais d'une manière très négative. Il faut retrouver l'optimisme ambiant et c'est ça qui est important. On verra avec M. Chevalier, mais je pense que l'optimisme, la pensée positive, le fait de les mettre en action, parce que ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est qu'ils ont été directement branchés sur leur anxiété et n'ont pas pu la diluer comme on fait dans l'action. L'action dilue l'anxiété. Et là, il n'y a pas eu de dilution possible. Et cette tendance à la scarification qu'on voit beaucoup chez les jeunes filles, les très jeunes filles, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, elle signifie que finalement, on a une forme de mal-être intérieur, généralisée, mais qu'on n'arrive pas à identifier. Donc, on se scarifie pour bien localiser la douleur. On sait qu'on souffre, mais on souffre physiquement. C'est-à-dire, on passe finalement d'un mal-être intérieur et psychique et on l'inscrit sur le corps. Alors on le sait, hein, la précarité rime aussi souvent avec malbouffe. Bah oui, le fast-food, hein, ça coûte moins cher. Conséquence, on prend du poids, on a plus de carences, on a une moins bonne immunité. Une enquête réalisée à Toulouse il y a quelques années révélait que 60% des jeunes Toulousains vivant seuls avaient seulement 5 € par jour pour se nourrir. Hein, et depuis le Covid, ce pourcentage a dû encore augmenter. Pas facile de manger équilibré avec 5 € par jour. Quelles sont les aides, Cédric Chevalier, que l'État apporte aujourd'hui à ces jeunes pour les aider à s'alimenter correctement? Est-ce qu'il y a des choses concrètes aujourd'hui? Alors, la principale aide qui peut arriver, c'est de pouvoir mettre les repas au niveau du Crous à 1 €. Ouais. Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas un Crous forcément à côté de chez soi, en tout cas pour tous les jeunes, qu'il n'y a pas forcément des ouvertures adaptées, notamment, je pense, au soir. Donc, la difficulté, effectivement, c'est qu'il y a une aide qui est faite. Il peut y avoir aussi des actions un peu locales avec un certain nombre de chèques alimentaires ou même des épiceries solidaires qui permettent aux jeunes de pouvoir accéder à de l'alimentation pour peu cher. Mais tout ça, voilà, c'est aussi des initiatives. Alors, au niveau national pour le Crous, mais je vous dis, ça ne comble pas tous les trous qu'il peut y avoir dans la raquette. L'autre aspect, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier non plus, c'est que les jeunes n'ont pas forcément le temps de faire des courses et ils ne savent pas forcément cuisiner. Et cuisiner aussi, quand je vous invite à cuisiner dans un appartement de 18 mètres carrés où il n'y a qu'une plaque chauffante et éventuellement un four micro-ondes, il y a aussi une éducation à faire la cuisine avec les bons produits. Voilà, on pourrait leur proposer des ateliers cuisine. Quand vous étiez président de la commission jeunesse en région Grand Est, qu'est-ce que vous aviez mis en place, par exemple, pour ces jeunes dans ce domaine, dans ce but de les éduquer sur un plan alimentaire? Eh ben, en fait, on s'appuie sur l'ensemble des acteurs existants, parce que parfois la collectivité en tant que telle ne peut pas faire directement, elle peut appuyer ceux qui ont ces initiatives. Et effectivement, de l'éducation à la santé, l'éducation avec un certain nombre de dispositifs, avec les AMAP sur les produits, etc. Mais c'est pas le tout de les mettre, c'est de dire, voilà, comment on va vous apprendre à le faire. Donc on finançait, on accompagnait ces dispositifs au niveau du Grand Est. Comme on a pu d'ailleurs au moment de la période du Covid, sur un autre sujet qui n'est pas alimentaire, et vous m'en excuserez, c'est tout ce qui était aussi accès à l'information, à Internet et l'équipement. Il y a eu des choses qui sont assez extraordinaires. On pense que tous les jeunes sont équipés, smartphones, etc. Mais on a bien vu qu'en termes d'ordinateur ou d'accès à Internet à proprement parler, il y avait une vraie carence là-dessus. Donc voilà, il y a plein d'éléments, mais sur l'alimentaire, c'était plutôt le financement de chèques alimentaires, le financement aussi des fondations universitaires qui faisaient de la redistribution derrière, et puis d'appuyer sur des acteurs qui peuvent à un moment donné apporter leur aide pour la connaissance au niveau de l'alimentation. Alors il y a évidemment l'accès aux soins aussi, hein, ça dysfonctionne. Il y a 5 à 6 semaines d'attente pour obtenir un rendez-vous au service de santé étudiante. Encore faut-il que les jeunes aussi aient conscience que prendre soin de leur santé, ça ne commence pas à 40 ans, hein, ça commence dès 20 ans. C'est leur santé de demain qui est en jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là?
Parce que c'est vrai que souvent, ils renoncent parce qu'il y a beaucoup d'attentes, parce que ça a un coût aussi, toute la prise en charge. Il y a plusieurs aspects. Déjà, la plupart des études qui sont sorties montrent que les étudiants se considèrent en bonne santé, déjà par nature. Donc, c'est pas le sujet, ils ont d'autres priorités. Là, on est encore immortel. C'est ça. Là, pour le coup, la professionnelle... En revanche, la santé, oui, mais ils ont une très mauvaise image de leur corps. Parce qu'ils ont tendance à se laisser aller et aller dans le plaisir immédiat. On parlait de la malbouffe, c'est ça. Je veux dire, on veut avoir le plaisir immédiat et on ne pense pas que c'est un mal pour sa santé, mais finalement, on est totalement mal avec son image, avec l'image corporelle. Donc, c'est pas seulement pour une question de coût. Non, c'est pas une question de coût, c'est l'image. Alors, je compléterai, c'est qu'en fait, il y a deux éléments, effectivement. Il y a pour certains une démutualisation et ils ne sont pas forcément couverts par les dispositifs de droit commun qui pourraient être pris en charge à 100%. Et donc il y a un reste à charge qui est pour eux qui peut être relativement important, ou en tout cas même 5 €, vous disiez tout à l'heure, pour vous imaginer sur une consultation ce que ça peut représenter quand on a ce type de reste à charge. Et l'autre aspect, c'est qu'ils ont un rythme de vie qui fait que parfois, de trouver un professionnel de santé dans leur environnement proche d'études, c'est plutôt compliqué. Il ne faut pas oublier que pour la plupart, partent de chez eux aussi faire des études dans une autre ville. Alors, une majorité reste parfois, mais pour des raisons d'orientation, vont dans une autre ville. Et là, le professionnel de santé, qui est aussi parfois le médecin de famille, etc., on l'a pu. Donc, et puis, on ne revient pas forcément tous les week-ends pour pouvoir le voir. Donc, il y a aussi cet accès aux professionnels de santé qui est un peu compliqué. Et ces deux éléments-là, trois, on va dire, en fait, de dire, bon, j'ai un rhume, ça passera vite, c'est aussi un élément qui font qu'ils renoncent aux soins. Et parfois, il y a des choses un peu plus graves qui arrivent derrière. Donc là encore, il y aurait un travail d'éducation thérapeutique à faire, de les sensibiliser à l'importance de prendre déjà soin d'eux, de leur santé. Et aussi, ils considèrent que quand ils vont mal, c'est pas grave. Il y a une banalisation du mal-être. Oui. Donc aussi, ils n'osent pas parler. Je veux dire, ça va passer. Je veux dire, on met ça sur le tapis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc finalement, pour eux, parler, c'est une forme de faiblesse. C'est dire qu'on va pas bien, donc on est faible et on n'arrive pas finalement à se maintenir dans un projet de vie. Ils ont peur de ça. Surtout chez les garçons. Surtout chez les garçons. Alors, en février 2021, l'État a proposé aux étudiants en détresse psychologique, le chèque psy, qui offre gratuitement un suivi et un accompagnement par un psychiatre ou un psychologue. C'est 3 séances. 3 séances gratuites. Plus de 20 000 étudiants ont déjà bénéficié de ce chèque. Qu'est-ce que vous en pensez, Yvonne? C'est une bonne mesure? C'est efficace? C'est suffisant? Très bien, parce que dès lors que finalement la parole est salvatrice, on le dit tout le temps, et donc je crois que ce chèque psy est très important pour ceux qui n'osent pas parler. Donc il y a une individualité dans la parole, mais aussi ce qu'il faut aussi souligner, c'est l'importance du groupe, parce qu'on n'est plus seul. Donc il y a des plateformes psy, je crois que ça s'appelle Educare, et ça c'est hyper important de se retrouver en groupe, parce qu'on a l'impression que la souffrance intérieure et le perte de sens que nous avons, on est seul à le vivre. Or, pas du tout. Quand on se confronte avec d'autres, ils deviennent à ce moment-là des tuteurs et des tuteurs de résilience. Très joliment dit. Alors, autre problématique récurrente, c'est la question du logement. C'est un déterminant important de santé, mais c'est aussi un facteur crucial à leur réussite professionnelle. Cédric Chevalier, là aussi, vous avez innové en rendant accessibles des résidences équipées et sécurisées pour les étudiants, avec en bonus du personnel dédié pour les accompagner. Et nous sommes allés visiter l'une d'entre elles. Regardez. Vous allez bien? Bonjour, merci. C'était juste pour savoir si c'était possible d'organiser un petit événement avec des amis jeudi en salle de coworking. Bah ouais, pas de soucis, j'ai dit genre juste laisser l'endroit propre, pas d'alcool. Et surtout aérer du coup si vous faites raclette après. Oui. Vous avez la salle de sport, vous avez le sauna, vous avez la buanderie et vous avez quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui sera là pour vous épauler si vous avez un problème en fait. Ce genre de logement, ça peut avoir un impact sur toute la population étudiante en fait parce que on leur offre en fait l'occasion d'être bien dans leur logement et du coup par extension dans leur vie. C'est un souci qui nous est arrivé plusieurs fois. Ouais. Peut-être c'est le sommier qui se détache. On est polyvalente. C'est ça, c'est vraiment le mot, la polyvalence. Pour être animatrice de résidence, je pense qu'il faut quand même avoir un côté sociable. Moi, je suis locataire, je suis aussi étudiante et justement, j'apporte cette vision, peut-être un peu plus, entre guillemets, jeune. Ça me permet d'avoir un job à côté de mes études, qui me permet déjà d'avoir une rémunération supplémentaire, qui donne bien sur le CV, qui
qui est attractif en fait pour les recruteurs. Yvonne, vous connaissiez ce type de résidence? Non, mais je trouve ça extraordinaire. Ça évoque tout à fait la notion finalement de partage, de lien social et de groupe. On disait tout à l'heure, finalement c'est une étudiante qui va enseigner à d'autres et ça permet finalement un échange qui est un échange salvateur et de cultiver le sens de l'optimisme et du bien-être. Les jeunes qui parlent aux jeunes, hein. C'était important de mettre justement une éducatrice qui soit aussi étudiante. Elle a une formation particulière, cette animatrice? Non, pas particulièrement. En fait, on recrute tous les profils. Hein. Il faut être faut être ouvert aux autres déjà. Et ensuite, en fait, elle est accompagnée par l'ensemble des services du groupe en matière de prévention, pour monter aussi des opérations de solidarité, de prévention. Elle fait le terme, c'est animatrice. Donc, en fait, on est bien dans cette notion de créer du lien pour pouvoir faire en sorte que chacun et chacune se trouve très bien dans cette résidence. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un déterminant de santé. Le fait de pouvoir être dans un logement où on peut bien dormir, dans de bonnes conditions, que ce soit en termes de température, en termes de bruit, etc., qu'on peut continuer à y travailler, de trouver un certain nombre de services, que ce soit le sport ou autre, et en plus une présence physique qui va accompagner finalement les jeunes et de pouvoir monter des opérations en matière de prévention sur le stress dans les périodes d'examen, comment gérer son stress, un bon sommeil, hein, c'est important d'avoir un lit qui tient debout. Qui tient debout, oui. Alors c'est le côté un peu aussi, couteau suisse des animateurs. Et en fait, c'est assez intéressant. Ils savent tout faire, alors ils savent tout faire. Et puis alors, ce qui est assez intéressant, c'est que selon les profils, ils vont animer différemment. C'est-à-dire que pendant une époque, on avait beaucoup d'étudiants en STAPS. Et donc, comme il y a une salle de sport, ils faisaient des séances de sport pour les jeunes. Bon, voilà, et chacun, en fait, ça crée du lien. Et je rejoins, en fait, ce qui nous a amené aussi à bouger un peu les choses. Parce que ça existe depuis très, très longtemps. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait cette approche. On a plutôt réorienté vers la santé et le bien-être au sens du logement et de trouver effectivement des éléments qui permettent à chacun et chacune de s'épanouir. Et la plupart des jeunes, ceux qui sortent ou ceux qui sont en logement chez nous, on les interroge. Hein, c'est-à-dire que les améliorations des années suivantes sont liées à ce qu'ont pu exprimer les jeunes en disant « moi j'aurais bien trouvé ça, j'aurais bien trouvé ça ». Et en fait, c'est une évolution permanente. Et ils ont redemandé, ça fait assez intéressant parce qu'on a pu voir, et ils étaient généralement pendant une période très dans leurs 18 mètres carrés avec Internet, etc. Et ils nous ont demandé de revenir à du lien, à des environnements collectifs. Et par exemple, c'est typiquement la cuisine, où chacun, dans sa chambre, a quelque chose, mais ils nous ont demandé de recréer des cuisines collectives où ils sont responsables, c'est-à-dire qu'en fait, ils réservent pour pouvoir organiser des choses, soit entre colocataires, soit entre d'autres étudiants, mais pour recréer du lien parce qu'ils avaient besoin de ça. Qui peut résider dans ce type d'établissement? N'importe qui? C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tous les étudiants. Il faut remplir des critères particuliers? Il faut rentrer les critères d'être étudiant déjà. Oui. Après, selon les montages, mais c'est un peu plus complexe, ça peut être en social, donc ça dépend des conditions de ressources, ou c'est en libre et c'est n'importe qui peut y aller. Et en fait, on a aussi une spécificité, c'est que on a gardé un pourcentage, on peut encore accepter des jeunes qui ne sont plus étudiants. Parce qu'imaginez quelqu'un qui a réussi ses examens au mois de juin, qui est diplômé, donc il n'a plus vraiment le statut d'étudiant à partir du mois de septembre, on ne peut pas lui dire va-t'en parce que voilà. Et on sait quand la difficulté de rentrer après dans le parc diffus ou autre, bon voilà. Donc on a aussi la capacité à avoir cette zone tampon de statut qui est le plus compliqué pour permettre aux jeunes de repartir sur des bonnes conditions. Non, mais à l'heure où un jeune sur deux dit se sentir abandonné, inutile, exclu, c'est vrai que ce type d'établissement peut jouer un rôle vraiment important, hein, Yvonne. Tout à fait. Mais en dehors de l'établissement, il y a quelque chose qui est aussi très important, ce sont les ancêtres, les grands-parents. Parce qu'on a parlé des parents qui doivent être effectivement sécuritaires, mais bien souvent, on voit chez les jeunes étudiants, finalement, ils prennent comme repère identificatoire leurs ancêtres, les grands-parents. Et ils ont un rôle à jouer. Parce que bien souvent, les grands-parents aident leurs petits-enfants d'une manière très positive et ce sont des acteurs privilégiés finalement dans le bien-être psychologique des enfants. Alors, lors de la dernière campagne présidentielle, moi, je n'ai pas eu vraiment l'impression que le gouvernement a fait de la jeunesse une thématique prioritaire. Certains parlent même de jeunesse sacrifiée. C'est vrai, quand on voit les queues devant les épiceries solidaires ou quand on leur demande de faire des efforts au nom de la solidarité entre les générations, on peut se poser la question, vous qui êtes élu politique, Cédric Chevalier, est-ce que vous pensez que les choses vont bouger? Il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, mais est-ce que ces dispositifs sont suffisamment connus? Est-ce que les critères ne sont pas trop exclusifs? Voilà.
bon, je sais que vous n'avez pas d'un coup de baguette magique changé tout ça, mais qu'est-ce qui pourrait faire que les choses aillent dans le bon sens? J'aimerais pouvoir vous dire que ça va bouger, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des priorités, il y a toujours des choses, et puis parfois on saupoudre un certain nombre de choses, et que finalement, il n'y a pas une politique claire. Après, là, on parle des étudiants, mais il faudrait qu'on prenne le problème dans sa globalité au niveau des jeunes. J'espère. De toute façon, aujourd'hui, vous parliez des élections. On a bien vu le peu d'intérêt que pouvaient avoir les jeunes sur les élections, ou d'aller sur des côtés un peu extrêmes. Donc, c'est le retour de bâton. Oui. C'est le retour de bâton, et je pense qu'on ne mesure pas la lame de fond qui est en train d'arriver. Je pense que tout simplement, je dirais qu'il faut... alors, il y a des dispositifs aujourd'hui, il y a de l'argent, mais sauf qu'on raisonne en statut et pas en critères d'âge. Je crois qu'il faut qu'on soit en capacité, en fait, de répondre à des moments de vie. C'est-à-dire que tous les jeunes ont des moments de vie, qu'on devienne étudiant, alternant, il y a des moments de vie, et je pense qu'il faut que les dispositifs répondent à des moments de vie et pas à des statuts. Et là, pour moi, il y a un gros effort à faire. Quand j'étais effectivement à la région, en fait, la stratégie n'a pas été de dire étudiants, lycéens, c'est de dire, voilà, on prend de 16 à 29 ans, et tout l'ensemble des dispositifs sont ouverts, quel que soit votre statut, vos revenus, etc. Alors on va dire il y a des effets d'aubaine, non, parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait ça permet à dire je n'ai pas, je sais pas quel statut je suis, etc. J'ai l'âge, je rentre dedans et je peux en bénéficier. Ouais, et beaucoup de dispositifs aujourd'hui en France existent, que ce soit même sur l'accompagnement de la santé ou autres, sont aujourd'hui liés à un statut, et parfois le jeune se retrouve à dire j'ai pas l'âge, ou je suis trop jeune, je suis trop vieux, puis après il y a un autre truc qui va pas, donc j'y ai pas le droit, et puis il y a le manque d'information parce que c'est d'une complexité à toute épreuve. Donc voilà, donc si on avait une logique un peu simplifiée sur un aspect uniquement d'une tranche d'âge, et de pouvoir les accompagner, je pense qu'on ferait déjà un grand pas. Et puis arrêtons aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, qui sont très bons. Déjà, il y a 2 ministères. Alors pour les étudiants, la santé des jeunes, ça concernait aussi bien le ministère de la Santé que le ministère de l'Enseignement supérieur. Ouais. Voilà, donc si vous voulez, et dans l'enseignement supérieur, vous avez les universités, les écoles, voilà. Donc il y a, voilà, et puis vous avez aussi le Crous. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs. Je pense qu'un peu de clarification, d'harmonisation de l'ensemble. Et une meilleure coordination. Coordination, un vieux pieux, voilà, c'est assez complexe, mais je pense qu'à un moment donné, quand il y a une volonté politique, et puis il y a aussi des vieux réflexes d'administration, mais qui sont normales. Voilà, moi je l'ai vu à la région, qui est très français, parce qu'on aime bien avoir un schéma. Les gens dans des cases. Ah non, mais si vous commencez à dire, voilà, c'est une tranche d'âge, alors on va dire, non, oui, mais le cas, etc. Et on trouve toujours un peu le cas un peu spécifique qui fait que la généralité se fait pas. Il y a un problème aujourd'hui. On a des jeunes qui passent d'un statut à l'autre, qui deviennent étudiants et qui deviennent des invisibles, ceux qui ont complètement décroché, avec lesquels là on a des vrais sujets en matière d'addiction, de problématiques, etc. Donc voilà, et il faut coordonner l'ensemble. Un jeune, ça reste un jeune. Alors après, jusqu'où on est jeune, on ne va pas se poser la question pendant 30 ans non plus, mais je pense qu'il y a une nécessité d'harmoniser et de coordonner l'ensemble des acteurs, avec leur savoir-faire, parce que tous savent faire quelque chose de bien, mais aujourd'hui, c'est une chaîne, et avec chacun avec un maillon. Et peut-être leur apprendre aussi, puisque je rebondis sur ce que vous venez de dire, l'échec peut être aussi salvateur. On oublie toujours qu'on peut tomber 9 fois, mais se relever 10 fois, et donc finalement, ne pas rester sur un échec. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Parce que souvent, quand ils ont échoué, ils se vivent comme un échec entièrement. Ouais. Mais ils ont échoué une fois. Il faut savoir rebondir. D'où l'importance des tuteurs de résilience, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer et de souligner leurs compétences. Il faut que celui qui l'entend, qui parle aux jeunes, arrive à souligner d'une manière très positive toutes leurs compétences. Alors, on a parlé des jeunes en situation précaire qui vivent en France, mais quand ils partent étudier à l'étranger, on peut imaginer qu'ils sont encore plus fragilisés et leurs parents encore plus angoissés. Alors, Cédric Chevalier, pendant la crise sanitaire, vous avez mis en place une aide spécifique aux étudiants à l'étranger sous forme de standard. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? En fait, on a fait en règle générale, et ce qu'on fait, c'est qu'on appelle l'ensemble de nos adhérents pendant cette période de Covid, y compris nos locataires, pour savoir si tout allait bien, et spécifiquement les étudiants qui étaient partis en voyage à l'étranger, parce que là, ils se trouvaient dans une situation, ils étaient très loin de chez eux, le système de santé, voilà, c'était assez perturbant. Certains bénéficiaient aussi de bourses, et donc on a mis en place une plateforme qui a appelé l'ensemble de ces étudiants qui sont chez nous, et de les rassurer, de leur dire ce qu'ils avaient en termes de couverture, comment ça se passait, comment s'ils pouvaient être rapatriés, etc. Voilà, et un petit coup de fil d'un professionnel, parfois des parents c'était aussi, mais de se dire voilà, ça rassurait aussi. Puis on avait les parents aussi qui nous demandaient un certain nombre de choses. Voilà, ce lien qui fait qu'à un moment donné vous n'êtes pas seul face à une situation qui
qui a été extrêmement pénible pour tout le monde. Donc voilà, et donc quand vous êtes très loin de chez vous, et en plus parfois dans un pays étranger où la langue vous la maîtrisez pas, voilà. Vous savez maintenant que ce dispositif existe, Yvonne. Mais le départ à l'étranger, ça peut être finalement l'objet d'un épanouissement total, ou alors le moment où naissent les crises de panique. Parce que l'insécurité émerge à ce moment-là. On est loin. Mais c'est souvent aussi, quand ils sortent du milieu familial, quand ils vont à l'étranger, ils peuvent se réaliser. Donc il y a une forme d'autonomie majeure qui peut se mettre en place dès lors qu'on va à l'étranger. Voilà, si tout est bien géré, s'ils sont bien accompagnés, si les parents ne sont pas non plus ça trop peut être angoissés. une occasion extraordinaire d'épanouissement. Merci à tous les deux, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Yvonne pour vos conseils toujours très concrets, très pratiques, ce qui n'est pas toujours le cas avec tous les psys, mais voilà, on aime votre positivisme. Et Cédric Chevalier continue à pousser vos coups de gueule. Merci. Voilà, on aime ça surtout quand il s'agit de la santé de nos jeunes. Donc si j'ai bien retenu, faisons confiance à nos jeunes, à notre jeunesse. Voilà, c'est ça, c'est le mot de la fin. Et qui n'ait pas peur de l'échec. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à Valérie Darmon et Margot Miller qui m'ont aidé à préparer cette émission. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.